d'agir. Il s'agit d'agir en réfléchissant autrement, en se posant des questions autrement, en utilisant les faits anciens, non pas pour les travestir, mais pour les réfléchir. L'histoire, la pratique de l'histoire, permet de poser autrement les questions sur la ville d'aujourd'hui, et notamment de sortir du flux, et ce flux est aussi une gangue, d'informations en continu qui nous sont fournies sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information en continu, qui sont en train, ce flux est en train de devenir une des sources majeures d'information de nos contemporains, voire d'ailleurs de nos étudiants. L'histoire vous oblige à changer de focale. Alors, je parlerai surtout, ce que je dis a surtout une pertinence sur la ville occidentale, même plutôt les villes françaises, mais pas seulement, plutôt sur Paris. Je ne suis pas capable de vous parler de Dubaï ou de Lagos, c'est un autre schéma. Plutôt des métropoles, mais ce que on dit des métropoles a évidemment un impact sur le reste de ce qu'on appelait le réseau urbain, c'est-à-dire les villes moyennes, le périurbain, etc. Donc, premier point, réfléchir sur la ville du contemporain en utilisant des temporalités croisées. Alors là, nous sommes tous des héritiers de Braudel, je n'invente rien. La ville est un palimpseste, c'est-à-dire une série de sédimentations de couches accumulées, emboîtées. Et pour la comprendre, il faut d'abord raisonner sur le temps long des évolutions séculaires de la ville. Le temps long de ces évolutions séculaires, c'est-à-dire les réseaux viaires, les réseaux de transport, le bâti, la morphologie urbaine, tout ce qui est plutôt dans la vie dense et qui bouge, qui évolue très lentement. Alors, certes, par moment, l'événement, on va en parler au plus Brisol, mais je sais pas moi, le bombardement du Havre ou le tremblement de terre de Tokyo en 23, l'événement brise cette continuité du temps long. Mais même dans ce cas-là, le temps long reste pertinent. Alors, vous pourriez me dire, dans la ville dense ancienne, certes, mais dans le périurbain et dans la ville éclatée, est-ce qu'il est pertinent de raisonner dans la longue durée? Il se trouve que je répondrai oui, en utilisant un exemple bien connu. Vous avez tous entendu parler d'Europa City. D'ailleurs, théoriquement, ne se fait plus. Dans le triangle de Gonesse. Il se trouve que les partisans d'Europa City avaient monté, au début de leur entreprise, un comité scientifique, scientifique, dans lequel ils m'avaient fait venir pour leur faire l'histoire du territoire d'Europa City. Il y avait Christophe Guilly, Donzelot, etc., etc. Et j'ai pu leur montrer que le triangle de Gonesse, donc X hectares d'excellentes terres à blé, etc., ne survivait encore aujourd'hui comme excellentes terres à blé que parce que, au milieu du 19e siècle, la voie de chemin de fer était passée beaucoup plus bas, beaucoup plus au sud, pour d'obscures raisons de présence d'une sucrerie de betterave qu'on devait desservir. Et donc, ce tracé de la ligne de chemin de fer en 1850, de mémoire, avait freiné ou détourné l'urbanisation, ce qui explique qu'en 2000, il restait ce merveilleux triangle de Gonesse, de terre à blé. Donc je pense aussi que dans le cas du périurbain, la connaissance de la morphologie longue est aussi importante. Deuxième temporalité qui vous permet aussi d'interroger le comprendre la vie d'aujourd'hui, celle de la moyenne durée. La moyenne durée, une génération, deux générations. Essentiellement, pour une grande part, en France, la temporalité des politiques publiques. Nous assistons, se produit sous nos yeux la disparition de l'État bâtisseur. Je ne vais pas m'étendre longuement sur ce que ça veut dire, je pense que tout le monde comprend. Cet État bâtisseur, il a été imaginé sous Vichy, il s'est déployé des années 50 à 70,
Et depuis, il se désagrège peu à peu sous nos yeux pour subsister sous la forme de l'ANRU, si tant est que l'ANRU bâtisse quelque chose que démolisse le bâtisse. Bon, c'est sans doute une des subsistances. De même, l'État aménageur, on est toujours dans ces politiques publiques, donc il faut voir la durée. Lui aussi imaginé sous Vichy, l'apogée avec la DATA, 63, Olivier Guichard, la création des métropoles d'équilibre, en pleine expansion jusqu'aux années 70, et qui est détricoté, défait aujourd'hui pour donner le commissariat général à l'égalité ou à la cohésion, je ne sais plus, des territoires, devenu agence nationale de la même cohésion des territoires, qui n'a, il faut bien le dire, pas grand rapport avec ce qu'était la DATA. Sans vouloir insister longuement sur ce point, il est clair que Julien de Normandie n'est pas Olivier Guichard. Enfin, troisième politique dont je vous invite à analyser la durée, la politique du logement social. Alors, elle a été inventée au milieu du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, si vous voulez, comme une politique privée, inventée par des philanthropes qui voulaient loger leurs ouvriers ou loger les misérables ouvriers des villes. Le soutien de l'État avec la Caisse des dépôts vient à la fin du 19e siècle, elle se développe dans l'entre-deux-guerres, elle s'étend pendant les 30 Glorieuses, aussi bien avec le modèle des HLM que le modèle de la CIC de la Caisse des dépôts, et elle invente le modèle généraliste français de logement social qui consiste à loger les salariés français des classes moyennes dans des grands ensembles qui sont construits dans le même temps. Elle connaît une apogée jusqu'à la fin des années 70, et d'ailleurs, entre parenthèses, elle permet de résoudre la crise du logement. Alors, la politique du logement social, c'est peu dire aujourd'hui qu'elle n'est guère en expansion. Elle est même carrément menacée. L'Europe presse les dirigeants français d'abandonner le modèle généraliste français pour revenir, pour venir à un modèle plus classique qui est celui de loger les pauvres et les exclus. D'ailleurs, la loi Dallot allait exactement dans ce sens. Donc, je pense que la ville d'aujourd'hui se comprend au croisement de ces deux temporalités et de l'événement. C'est mon voisin qui va en parler. Et vous aurez compris qu'en croisant ces temporalités, on fait ce qui est le dada des historiens, c'est-à-dire mesurer les évolutions, les ruptures et les continuités. Faire attention aux dates. Or, il est clair que la ville de 2020, elle apparaît, ou plutôt, les facteurs qui font que la ville de 2020 est ce que nous avons sous les yeux, apparaissent probablement dans les années 1980-1990, avec une série de facteurs sur lesquels je passerai rapidement: la désindustrialisation, la fin de la ville dite fordiste, la décentralisation, le changement de politique de l'immigration avec Giscard et ses successeurs, une nouvelle politique fiscale avec l'invention du PEL en 1965 et la loi Barre en 1977, je dirais aussi le début de la mondialisation, The Global City de Saskia Sassen, c'est 1991. Enfin, les émeutes lyonnaises, la marche des beurs, tout ça c'est les années 80. Donc on a un ensemble de mutations dont personne ne perçoit sur le moment qu'elles vont avoir une cohérence, qui donnent, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, une génération, 2 générations après, la ville telle que nous l'avons sous les yeux. La ville éclatée, les débuts de la périurbanisation et un certain nombre de troubles, de crises urbaines que j'ai évoqués. Deuxième point, et j'accélère, lutter contre l'amnésie et déconstruire les légendes urbaines. C'est peu dire que l'histoire récente est totalement inconnue du grand public, certes, mais aussi des responsables, des élus, des urbanistes, des aménageurs, dont la mémoire urbaine dépasse rarement, dans le meilleur des cas, les années 80. Et je pense d'ailleurs, pour l'avoir vérifié, que la construction de Versailles est mieux comprise que la construction de Sarcelles, qui est totalement méconnue. Et les historiens tentent, sans grand succès, il faut bien dire, de lutter contre cette amnésie, de déconstruire les légendes noires de la ville,
portés par des journalistes qui se déclarent historiens, par les médias, etc. Je passe rapidement. Les grands ensembles n'ont pas été construits pour y entasser les immigrés. Le Corbusier n'est pas un fasciste et il n'a pas inspiré des technocrates eux aussi fascistes qui auraient construit d'abominables grands ensembles, là aussi pour y entasser les immigrés. La France périphérique n'est pas abandonnée au profit des métropoles mondialisées, etc. etc. Enfin, je conclurai sur une incompréhension récente. Le scandale des migrants dans les bidonvilles de la porte d'Aubervilliers n'est que le retour d'un phénomène classique qui est une migration incontrôlée, clandestine, en période de crise du logement quand elle arrive sur les métropoles. Ça donne des bidonvilles. Il y en a eu des années 50 aux années 70 et ils ont d'ailleurs été éradiqués. Dans les légendes noires toujours, la privatisation de la ville, les halles, les gares, etc., la ville occidentale a toujours été construite par des opérateurs privés, par des grands opérateurs privés, avec à la marge des opérateurs publics ou semi-publics. Bon, je m'arrête là, en concluant que les légendes n'aident pas à comprendre. Alors, l'historien ne dit pas « ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas lieu de s'étonner ni de s'indigner ». Les historiens disent la ville est une succession de croissances, de mutations et de crises qui sont généralement résolues au bout d'une ou deux générations, au bout d'un certain temps, le temps que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe. Les bidonvilles dont je vous parlais, les bidonvilles des 30 Glorieuses, ont duré une grosse génération et dans les années 60-70, ils sont finalement éradiqués. C'est Charbon-Delmas qui décide l'affaire 69-70, sous une pression militante des maoïstes et des chrétiens qui allaient dans les bidonvilles, qui font que l'opinion publique ne supporte plus les bidonvilles dans les années 70, qu'elle supportait très bien dans les années 50. Et donc, finalement, on éradique les bidonvilles et on reloge, généralement, les gens dans les grands ensembles. Donc, la leçon, enfin, on ne donne pas de leçon, sauf à des étudiants, c'est plutôt de dire ça. Enfin, dernier point, et j'en aurai terminé, qui gouverne la ville. Alors, inutile d'insister sur le fait que la crise globale du système politique des démocraties libérales occidentales, la disparition des partis classiques, ne rend pas la réponse à cette question facile. D'autant plus que identifier les acteurs en France, c'est devenu très compliqué. Là, je m'appuie sur les travaux de Simon Renet. Les deux vagues de décentralisation, la troisième vague qui va arriver, et une vague de choses qui ont été créées, le Grand Paris, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, etc., ont créé un empilement, un millefeuille de machins, au sens gaulliste du terme, public, privé, semi-public, semi-privé, totalement illisibles, qui font que le citoyen ordinaire est incapable de se faire une opinion, de prendre parti, et donc de devenir un élément du débat démocratique, d'autant d'ailleurs que la communication a remplacé les programmes politiques. Tous les candidats au municipal se font maintenant photographier devant des plantes vertes, des arbres en pot, etc. Alors, quel est le rôle de l'historien pour essayer de démêler ce fatras des acteurs publics, privés, locaux, nationaux, des ZAD, des OIN, des établissements publics, etc., etc. Je crois qu'on peut dire deux choses, rapidement, et j'en aurai fini. On fait faire par nos étudiants des monographies de ville, d'espace urbain, généralement souvent dans les 30 Glorieuses, etc., qui montrent que l'État jacobin n'a jamais existé. C'est-à-dire l'État n'a jamais pu imposer à des forces locales qui n'en voulaient pas, ou très rarement, des formes urbaines que les forces politiques locales ne voulaient pas. Donc, je songe à une thèse récente sur Metz, qui montre que le maire, qui s'appelle Mondon, si ma mémoire est bonne, fait absolument ce qu'il veut, entre 45 et 75. Donc, la résistance, victorieuse ou non, des populations locales et des forces politiques locales à des politiques urbaines qui tombent d'en haut, c'est un phénomène ancien. Deuxième remarque que peuvent faire les historiens à propos de qui gouverne la ville.
je crois qu'il faut confronter évidemment les discours et les réalisations, ce que nous faisons, et s'apercevoir par exemple que souvent il y a la ville que veulent et prônent les urbanistes et les élus, alors pas tous les élus, une partie des élus, n'est pas la ville que veulent nos concitoyens. Je m'appuie là sur Antoine Pro, qui rappelle dans un article tiré en partie de son expérience comme maire adjoint à l'urbanisme d'Orléans, que contrairement au discours des urbanistes, aux souhaits de certains élus, les 2/3 des nouveaux logements sont des pavillons, et ce qui fait augmenter le nombre de résidences principales, ce sont des pavillons. La dédance reste en partie au niveau du discours. Et Pro, s'appuyant sur son expérience d'élu, dit la seule solution pour dépasser cette contradiction, c'est le compromis, la discussion, le compromis entre les citoyens et les élus. Enfin, en tant qu'historien, je mettrai l'accent pour terminer sur ce qui est trop souvent oublié, c'est-à-dire le décalage entre l'évolution des mentalités et l'évolution de la société. C'est une banalité des historiens depuis le début de l'histoire des mentalités. Mais les mentalités, ce que pensent les urbains, leurs représentations, c'est toujours en retard, c'est normal, c'est toujours en retard, sur l'évolution de la vie contemporaine. Par exemple, il est clair que nos contemporains n'aiment pas la grande ville. Il y a une véritable urbaphobie, assez généralisée, n'aiment pas les grandes villes, n'aiment pas les métropoles, qui sont pourtant les porteuses de la richesse et de la croissance. Je vous rappelle qu'il s'agit de mentalités, des façons de penser des habitants qui, eux, rêvent d'un retour à un village qui d'ailleurs n'a jamais existé. Et il s'agit d'un pays dont il a fallu attendre le recensement de 1931 pour que la population urbaine dépasse la population rurale, ce qui est très tard par rapport à l'évolution européenne. Donc on a des mentalités, des représentations, des rêves, des mythes, comme vous voudrez, encore imprégnées d'un monde semi-rural, rêvé, celui des parents, des grands-parents, etc. Et cet retard des mentalités permet de comprendre, je pense, beaucoup de phénomènes urbains et de la compréhension urbaine. Je m'arrête pour donner à Loïc l'opportunité de mettre en pratique ces méthodes